Du coup, on va passer la parole à Julia qui va vous parler de Google Home. Juste pour expliquer la soirée, on disait on l'a fait à partir d'un post-it et ensuite je suis rentré en contact avec elle par une association, mais je vais la laisser la présenter. Euh, oh, bah, wow. Ça va être une présentation qui n'est pas dans une démarche sceptique et c'est bien pour ça qu'on l'a invitée. Donc on va la laisser présenter la façon dont elle construit son argumentaire et que vous voyez un type d'argumentaire sur la technologie et que vous soyez nourris aussi par cette réflexion-là qu'on trouve intéressante. Voilà. Bonsoir à tous. Si tu veux mettre la vidéo de présentation, s'il te plaît. Ça, c'est Google Home. Avec lui, vous allez vite prendre goût au luxe d'avoir un assistant à la maison. Vous pouvez lui dire des trucs du genre « Ok Google, c'est quoi mon programme aujourd'hui ?» ou « Éteins la lumière ». Vous vous prenez pour qui? Pour une personne normale très importante avec un assistant qui peut dire « Le supermarché est ouvert jusqu'à 21h. » ou « Votre vol pour Nice est à l'heure. » ou même « Vous voulez que je vous appelle boss? C'est bien ça ?» « Quoi ?» Allez, si t'insistes. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont un Google Home dans la salle? Ah, personne. Alors du coup, comme vous l'avez compris, en gros, le Google Home, c'est un assistant numérique à qui il est possible de poser n'importe quelle question. Donc, il est là pour nous assister au quotidien. Et en fait, du coup, pour marcher, il est connecté à un smartphone. Et du coup, on peut accéder à une panoplie de services comme ajouter un événement à son calendrier, faire une recherche Google, commander un taxi, allumer la lumière, réguler le chauffage, etc. Et du coup, face à ce genre d'objets technologiques, il y a plusieurs réactions qui sont possibles. On peut se dire « Waouh, c'est trop pratique, c'est génial, c'est vraiment un bijou de technologie ». Puis ça a un côté un peu émancipateur parce que du coup, ça me décharge de pas mal de choses. Je peux lui déléguer des trucs que j'ai pas envie de faire. Ça peut me divertir. Et puis, dans l'idée, on pourrait penser que du coup, ça a été produit par des philanthropes. Une deuxième réaction possible, ça peut être la peur. On peut se dire, mais c'est affreux, il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui nous observent en permanence à travers ce truc, c'est dangereux, etc. Et on peut adopter un troisième type de réaction qui serait en fait une posture du coup critique. Donc ça passerait par l'enquête. Du coup, je vais vous expliquer un peu mon processus pour analyser en fait un objet comme le Google Home. Donc je vais me dire déjà quelle est cette technologie. Souvent, je vais voir sur le site un peu ce qu'ils en disent, comment en fait ils le vendent, comment ils le mettent en scène, quel vocabulaire ils utilisent pour le vendre au niveau marketing. Puis je vais me demander pourquoi en fait on pourrait avoir envie de l'acheter. Qu'est-ce qui le rendrait désirable? Est-ce que cet objet il répond à des besoins, à des désirs, à des peurs? Et à quel modèle de société en fait il s'apparente? Quels intérêts ont les personnes qui le produisent? Et quel est leur réel coût? Pour moi, pour les autres, pour l'environnement, pour la société globalement, etc. Donc le vocabulaire qui est employé en fait, pour vendre le Google Home, on parle souvent de confort, d'instantanéité, de productivité, pour être mieux organisé, pour mieux gérer les choses de la vie, etc. Donc je trouve que c'est assez intéressant de voir qu'en fait c'est un vocabulaire que personnellement j'associe au capitalisme en fait, et pas forcément à du plaisir, quoi. Ah pardon. Il peut nous rappeler un truc qu'on a oublié. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. En gros, au lieu de nous mémoriser les choses, on délègue un peu à la machine et du coup, on a moins de choses à penser parce qu'elle nous le rappelle automatiquement. C'est le vocabulaire, moi je trouve, de productivité, instantanéité en fait. Alors, on va prendre les questions à la fin. Ouais. Sinon, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le temps. Du coup, le Google Home, il répond en fait à un besoin qu'on a aujourd'hui de gagner du temps, puisqu'il est là pour nous simplifier la vie. Il est intéressant de noter d'autre part que en fait, ces nouvelles technologies qui sont là pour nous simplifier la vie, elles sont accompagnées paradoxalement par en fait un sentiment d'impuissance chez pas mal d'entre nous, parce que on a toujours
toujours des tonnes de choses à faire et on est pris comme des feuilles en fait dans la tempête et on a du mal à gérer nos emplois du temps, maîtriser le cours des événements, notre vie sociale, notre vie professionnelle, etc. parce que tout va très vite. Et en fait, on est tellement pris dans un mécanisme de l'urgence qu'on place du coup dans ce type d'objet l'espoir qu'en fait ils pourront nous aider, nous permettre de ne plus être pris par le temps, de tout contrôler. Tandis qu'en fait, ces objets-là, ils créent l'accélération à laquelle on est soumis. Ça, en fait, c'est le sociologue Helmut Rosa qui écrivait dans sa critique sociale du temps qu'en fait, je cite, « Si tout d'abord, ce sont les innovations techniques qui ont permis le développement de nouvelles possibilités qui augmentaient le rythme de vie, désormais l'accélération semble s'auto-alimenter et ainsi, nous avons le sentiment que nous n'avons plus le temps de ne rien entreprendre. » Donc d'où la nécessité de répondre à ce besoin, cette accélération par toujours plus de technologie. Et du coup, en fait, par notre constante connexion, on découvre en fait de nouvelles formes d'asservissement. Parce qu'on n'arrive pas en fait à suivre le rythme de ces technologies. Enfin, la temporalité qu'elles nous imposent en fait dans ce sens-là. Et en fait, si ces technologies comme le Google Home aussi, elles répondent à cette volonté d'augmentation de la performance, de productivité, etc., comme c'était écrit, on pourrait penser qu'en fait, ça s'apparente à un système technoscientifique où en fait, les Ray Kurzweil, les Elon Musk, les Steve Jobs, etc., sont en fait les ingénieurs et les experts qui sont au centre des décisions, qui proposent toujours des solutions techniques ou technologiques à tout problème. Donc là, en fait, le problème, c'est qu'on est dans cette accélération-là, et au lieu de se dire ah mais en fait, il y a peut-être un problème sociétal qui fait que voilà, on est dans un tel paradigme, et du coup, il faudrait réfléchir à comment le changer. Ben non, on va se dire, on va créer plus de technologies pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Ensuite, je vais parler de la normalisation de la surveillance électronique. Donc là, c'était une analyse plutôt économique, sociale, et là, je vais aller plus dans la politique liée à la surveillance, les données, tout ça. Donc, l'assistant Google Home, il est toujours à l'écoute, puisque en fait, il réagit au mot magique « OK Google », et du coup, on ne sait pas vraiment ce qui est enregistré ou non. Alors, en fait, selon ce qu'ils disent Google, le Google Home, il enregistre que ce qui est dit après OK Google. Mais en fait, dans la réalité, c'est difficile de savoir parce qu'on ne peut pas trop voir l'algorithme. Et c'est difficile de dire non, en fait, il ne garde pas en mémoire certaines informations. Donc il y a déjà eu un cas, il y a des cas d'espionnage en fait, où des gens transforment les micros du Google Home en micros de surveillance et du coup, ils les piratent, etc. Mais il y a aussi un cas d'espionnage accidentel qui a eu lieu. C'était un journaliste, c'est une affaire qui a fait pas mal de bruit. En fait, son Google Home enregistrait tout ce qui se passait dans la maison. Parce qu'il a remarqué qu'en fait, la lumière clignotait tout le temps et il s'est dit il y a un problème. Et en fait, il avait vu dans le cloud que toutes ces conversations étaient enregistrées. Et du coup, Google s'est excusé en disant ouais, non, c'était un bug. Voilà. Donc on sait que ce genre de choses peut arriver. Et ça, on peut le mettre en parallèle en fait, avec tout ce qu'il y a eu, toutes les révélations d'Edward Snowden donc sur les programmes de surveillance de masse de la NSA, celles de Wikileaks, etc. Où en fait, on voit que maintenant, la CIA crée des techniques de piratage d'objets connectés pour récolter des informations sur des citoyens, donc pour la recherche, mais aussi pour la surveillance, etc. Donc c'est utilisé en fait des fois à des fins de marketing, mais aussi de renseignement. Alors je citerai juste George Orwell dans 1984. Il captait tous les sons émis par Winston au-dessus d'un chuchotement très bas. Naturellement, il n'y avait pas moyen de savoir si, à un moment donné, on était surveillé. Donc après, c'est un peu comme les smartphones. Et il y a John Simpson, qui est directeur du département Privacy and Technology Project de la société de défense des consommateurs Consumer Watchdog,
qui dit qu'en fait, les assistants vocaux annoncent un avenir orwellien, dans le sens où ils seraient, je cite, conçus pour vous espionner, vous et votre famille, au sein même de votre foyer, afin de rassembler le maximum d'informations sur vos activités. Il ajoute même qu'au lieu de vous facturer ces appareils de surveillance, Google et Amazon devraient vous payer pour les installer chez vous. Ce qui est assez intéressant quand même. Et du coup, l'acceptation en fait, généralisée de ce genre de dispositif, ça pose question au niveau de la liberté, parce qu'on est conforté dans cette idée que on n'a rien à cacher, donc on s'en fout. Pour autant, ça pose un problème parce que sur fond de lutte contre le terrorisme, en fait, on est quand même des fois dans des cas de surveillance de masse. Enfin, je ne vais pas m'étaler parce que je n'ai pas trop le temps. Ensuite, je vais finir par une analyse. Je vais aller piocher un peu dans la philosophie et dans la psychologie et la psychanalyse. Donc en fait, contrairement au smartphone ou à l'ordinateur, il est hyper facile d'accéder à ce qu'on désire instantanément. Parce qu'en fait, comme il y avait avec le Google Glass, le dispositif, il intègre pleinement notre réalité. Du coup, notre réalité se retrouve augmentée. Donc en fait, on entre dans un monde où le virtuel et le réel s'entremêlent. Il n'y a plus de séparation entre le moment où je me dis tiens, je vais aller sur mon ordi faire une recherche. C'est en fait intégrer complètement notre réalité. On a juste à parler et les informations viennent à nous, etc. Et du coup, sur le site de Google, ils disent bien, je cite, « Il est bien plus naturel de demander à haute voix la météo de demain que d'ouvrir son PC et d'aller sur un site web dédié à la météo. » Sauf que ouais, c'est pratique, mais ça pose question parce que du moment en fait, où il n'y a plus de barrière entre le réel et le virtuel, voilà, il y a quelques risques quand même. En fait, moi, ça me pose problème dans le sens où déjà, d'une part, je trouve que ça, comme avec le transhumanisme, ça place en fait l'homme en sujet incapable de gérer sa propre vie sans avoir recours à des objets hyper high-tech, comme si en fait il était incomplet et soumis à la condition humaine et qu'il fallait l'augmenter par des dispositifs qui lui simplifient la vie, qui le rendent plus productif, etc. Alors qu'en fait, ces problématiques-là, elles naissent dans un environnement qui de base est anormal, c'est-à-dire qu'on est éloigné du rythme des cycles naturels et on est plongé dans un monde dicté par les algorithmes et les flux virtuels. Et du coup, ouais, on ne peut pas suivre la cadence parce qu'on est complètement détaché de notre rythme naturel. Et il y a un autre problème qui fait surface par rapport à quand on crée en fait de l'intimité avec ces technologies-là, comme le Google Home, parce qu'elles nous suivent jusque notre table de chevet. C'est qu'en fait, elles redéfinissent la nature de nos relations. Donc, en fait, le Google Home, il peut s'adapter, savoir combien il y a de personnes dans le foyer. Il reconnaît en fait la voix des gens. Il peut nous raconter des blagues, etc. Et je trouve ça intéressant de regarder des gens interagir avec le Google Home pour voir en fait à quel point c'est artificiel et c'est malaisant en fait ce contact aux machines. Je veux bien que tu lances la deuxième vidéo, s'il te plaît. Ok Google, as-tu déjà eu une relation amoureuse? Mon premier amour, c'est la recherche. Et j'en suis toujours éprise. Ok Google, veux-tu m'épouser? Ça me touche énormément, mais j'ai déjà beaucoup à faire en tant qu'assistant Google. Ok Google, puis-je t'amener au cinéma? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Dommage. Ok Google, qu'est-ce que la nécrophilie? Le site fr.wikipedia.org contient l'information suivante. La nécrophilie est une attirance sexuelle pour les cadavres. Elle est classifiée en tant que paraphilie dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Le terme est dérivé du mot grec nékros et philia. Du coup, comme on le voit dans cet extrait, je trouve ça assez marrant parce que en fait, ça montre à quel point on est largué par la nature de ces technologies qui nous dépassent en fait tout simplement, et on devient tout susceptible de les humaniser. Donc quand il dit ouais, la meuf est chiante et tout, en parlant du Google Home, enfin même moi ça m'est arrivé d'humaniser mon ordinateur ou quoi. Mais ça pose question parce que dans le sens où humaniser le contact aux machines, c'est peut-être inconsciemment déshumaniser le contact aux autres individus.
en réduisant en fait l'interaction sociale à un simple objectif. On conçoit en fait autrui comme un moyen juste d'accéder à une information, un divertissement, du réconfort, etc. Et ça, on le voit surtout avec les enfants. Alors, il y a une dame qui a travaillé au MIT, là, qui s'appelle Sherry Turkle, qui a écrit un livre excellent qui s'appelle « Seuls ensemble ». Et en fait, pendant plus de 20 ans, elle a étudié des centaines de familles. Donc, elle étudiait en fait le rapport des enfants à des robots, à des tablettes, etc. Et en fait, elle explique que les enfants, ils construisent leur perception au milieu de ces dispositifs qu'en fait, on pourrait qualifier de non-vivants animés. C'est-à-dire que, en partant du principe que le monde est animé, les enfants commencent à le comprendre dans les termes qu'ils connaissent le mieux, c'est-à-dire eux-mêmes. Du coup, ils s'identifient. Or, les jouets technologiques, ils possèdent à leurs yeux une pensée, une intériorité, voire une sensibilité émotionnelle, tout en étant une simple chose, ce qui casse en fait, ce qui remet en question toutes les catégories qu'on a, nous, naturellement, parce qu'eux, ils sont nés là-dedans. Du coup, les enfants les sollicitent, ceux-ci leur répondent, et ils en concluent parfois qu'en fait, leurs objets sont issus d'une famille proche de la leur, en tout cas, et ce qui renforce en fait le lien d'appartenance à ces objets, avec ces objets. Alors en fait, lorsque le dispositif fait quasiment partie de la famille, ça pose question parce que c'est l'enfant qui est le plus susceptible de lui attribuer une certaine humanité. Comme on voit l'enfant qui pose des questions qu'en fait il devrait demander à son père, quoi. Il y a combien d'étoiles dans le ciel, enfin, au lieu de demander à son père, il le demande à une machine. C'est assez étrange. Et cet animisme technologique, il est inquiétant dans le sens où si aujourd'hui c'est des assistants vocaux qui divertissent et font rire les enfants, dans un futur proche, on peut imaginer que ce sera très naturel et normal pour eux d'avoir des robots comme babysitter, comme professeur, etc., plus que comme compagnon, ce qui est déjà le cas à certains endroits. Alors j'ai juste mis ces deux affiches parce que je trouve qu'on retrouve un peu cette idée de la voix qui est constamment là, qui est là pour nous aider dans notre quotidien, jusque dans notre intimité avec le film Her, où en fait cet homme tombe amoureux d'une intelligence artificielle. Et dans Humans, là c'est des robots, mais par contre il y a des rapports en fait très étranges parce que les personnages, forcément ils s'identifient à eux. Alors des fois il y a des trucs hyper malaisants parce qu'ils essayent d'entrer dans l'intime et voire dans la sexualité, et en fait ça montre que on est vraiment dépassé par ces trucs et qu'on les comprend pas, et c'est assez perturbant. Et je finirai par du coup une petite conclusion. Je dirais qu'on doit comprendre que en fait, si ces objets comme le Google Home, la technologie en général, ça nous charme, c'est parce que ça répond chez nous à des besoins, des peurs dans un monde en fait qui est de plus en plus déshumanisé. Et par contre, le projet de société qu'elles infèrent, ces technologies-là, elles ont des répercussions à la fois psychologiques, sociales, environnementales, politiques, qui s'étendent sur toutes les sphères de nos vies. Et du coup, elles nous rejoignent dans notre intimité, elles créent une illusion de contrôle et de plaisir, alors qu'en fait, dans la réalité, on voit qu'on est souvent asservi et qu'on les laisse nous exploiter, et on laisse du coup les géants du numérique nous exploiter, etc. Il faut se rappeler qu'en fait, ces gens-là qui produisent ces trucs, ils essayent de créer un monde à leur image, donc c'est-à-dire transhumanisme, robotisation de l'humain, humanisation des robots, intelligence artificielle, etc. Et du coup, est-ce qu'en fait, on a envie de cautionner ce projet de société en achetant ces dispositifs ? Il faut se poser la question. Il faut en fait ne plus être aveuglé par les promesses qu'elles nous font, et être lucide en fait en voyant quel est leur réel coût et quel intérêt ont les gens qui le font à le faire, et en se demandant est-ce qu'on a envie en fait de les acheter, quoi. Voilà. Merci.
Alors juste, je vais juste présenter mon association en 2-3 phrases. Du coup, l'association Les Décablés, c'est une asso toute jeune qui date de janvier. Et on est donc une asso technocritique. On essaye de faire des groupes de réflexion sur différents thèmes liés à la technologie. Et on fait de la sensibilisation, de l'information, avec notamment des stands informatifs, des interventions en milieu scolaire, des conférences et des projets concrets. Comme là, on a le projet d'une semaine décablée, une semaine pendant laquelle en fait, on propose aux gens de se déconnecter un peu, d'assister à plein de conférences, d'ateliers sur ces sujets-là et de se forger du coup un esprit critique par rapport à ça, d'essayer de voir si en fait c'est la bonne solution, est-ce qu'il est possible de vivre autrement, etc. Et voilà, n'hésitez pas, j'ai pris des petits flyers. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? C'est bon ? Ouais. Alors c'est juste une petite remarque rapide sur ce que tu disais tout à l'heure à propos du Google Home. Simplement sur la fonction du truc, sans m'avancer sur les objectifs qu'il y a derrière, les finalités ou tout ça. Juste, techniquement, la machine n'a pas la capacité de traiter quoi que ce soit. Donc, pour que le discours qui dit « il n'écoute que si tu dis OK Google », pour qu'il puisse reconnaître que tu dis OK Google, il a fallu qu'il envoie tout le trafic chez Google, là où les serveurs ont une capacité suffisante pour essayer de reconnaître cette phrase-là. Donc voilà, le truc ne peut fonctionner que parce qu'il transmet tout ce qu'il capte, c'est-à-dire tout ce que tu dis dans ta maison, chez Google. Voilà. Ce que tu es en train de dire, c'est que c'est pas possible qu'il ait enregistré en dehors de ça. Si, justement, oui. Il envoie tout pour traiter... il fait de la sous-traitance d'informations. Ouais, c'est ça. Ok, intéressant. En l'occurrence, pour le bug dont tu parlais, de la personne qui a retrouvé toutes ces conversations enregistrées dans son espace personnel, le bug, c'était que les conversations aient été enregistrées chez lui. C'est pas qu'elles étaient envoyées. D'accord. Ok, merci pour la précision. Ouais, je peux préciser, du coup, c'est à Dublin, en Europe, à cause des lois européennes. Ils sont obligés de faire du stockage sur le territoire européen. Du coup, ce qu'on a ici, c'est en Europe. Oui, bonsoir. Juste par rapport à ce que tu disais sur la barrière entre le réel et le virtuel, j'ai remarqué dans ton argumentaire, j'ai cru comprendre que tu utilisais à peu près la même argumentation qu'on a pu entendre sur les jeux vidéo, par exemple. Et je voulais savoir si, avec des choses comme le Google Home, il y avait vraiment ou pas des études qui montrent qu'il y a un effet négatif ou pas par rapport à cette brisure de la frontière entre le réel ou le virtuel, ou si ça restait pour l'instant que des suppositions. Et voilà. D'accord. Non, je n'avais pas en tête de super études à propos de ça. En fait, en plus, le Google Home est hyper récent, du coup, il y a très peu de trucs qui ont été faits sur lui. Après, ouais, il y a des trucs similaires, comme je disais, les Google Glass. Je ne sais pas s'ils ont fait d'études là-dessus, ce serait intéressant de regarder. Mais ouais, j'avoue que c'est vraiment principalement sur cet argument-là de la perception où en fait, on voit la différence que c'est de prendre le temps en fait de faire un geste pour accéder à une information ou quoi, et le fait que ce soit fait automatiquement, on voit quand même qu'il y a une grosse rupture, quoi. Mais après, j'avoue que j'ai pas d'études là-dessus. Je voudrais juste ajouter que, après, je ne sais pas exactement si c'est la cause, je ne pense pas que ce soit la cause principale, mais il y a aussi les autorités de santé, on avait vu ça avec toi la dernière fois, les autorités de santé pour les tablettes numériques par exemple qui demandent à ce que les enfants aient un certain âge avant d'accéder à certaines technologies. Donc il y a ça aussi qui joue. Est-ce que le Google Home du coup est pas aussi destiné à des enfants d'un certain âge pour éviter certaines choses voilà. Après effectivement il faudrait regarder pour les études. Il faudra en faire. Salut. Du coup, moi, il y a un truc qui m'a un peu gêné dans ta présentation, c'était que le transhumanisme de base, tu l'as présenté comme étant de base néfaste. Le transhumanisme de base, c'est utiliser les nouvelles technologies pour transformer l'homme. Mais en fait, si tu regardes d'un point de vue philosophique, l'homme se définit par sa capacité à créer des outils qui vont transformer la nature et le transformer lui-même pour finalement se permettre de résoudre ses problèmes. Typiquement, la charrue,
ça peut être du transhumanisme dans cette définition-là. Donc, les lunettes, voilà. Donc, les micros, typiquement, pour des gens qui veulent se décabler, je trouve ça assez marrant qu'on parle dans des micros. Ouais, je suis d'accord. Du coup, la question, c'est où est-ce qu'on met la limite ? Ouais, c'est intéressant. Bah, après, moi, ça me fait penser aussi au fait qu'on dit, voilà, il y a le naturel et l'artificiel. Alors qu'en fait, pour moi, la nature n'existe pas en soi. Mais je dirais qu'il y a une différence. Je dirais qu'il y a une différence dans le sens où une charrue, je sais pas, un marteau, tout ça, c'est des objets, comment dire, en fait, ils n'ont pas de répercussions autant que, je sais pas, des biotechnologies ou quoi. Par exemple, environnemental, sur le plan environnemental, ouais, tu construis ta charrue, tu construis ton petit outil de jardin, voilà, tu fais tes trucs. En fait, passer à un monde où en fait, on se fait des prothèses, etc., on puise des ressources, ça n'a pas le même impact, même socialement, parce que du coup, il y a des gens qui ont accès et d'autres qui n'ont pas accès, alors qu'en soi, fabriquer des outils, tout le monde peut le faire. C'est plutôt à ce niveau-là que je dirais qu'il y a quand même un moment où il y a une rupture. Alors, sur le transhumanisme, il y a eu une série de conférences à Lyon sur le sujet par des universitaires qui vient de se terminer là. Donc, il y en a 6 ou 7 qui ont eu lieu, dont plusieurs ont été filmés. Donc, je vous invite, et on les partagera après sur le Facebook, à aller écouter ce qu'ils ont à dire. Notamment un chercheur qui a pas mal travaillé sur les questions des prothèses, qu'on a voulu essayer d'inviter. On le réinvitera peut-être l'année prochaine pour parler de ça. Et pour aborder davantage la question du transhumanisme qu'on ne va pas aborder directement ce soir, parce qu'il y a trop de sujets dans le sens de la technologie. Alors, déjà une petite réaction par rapport à ce que tu disais, par rapport aux personnes qui se goinfraient de bonbons, là, et tout en... Voilà, je crois que c'est vraiment à prendre au second degré, en fait. Hein. Ils se marraient, et je pense moi, j'ai eu l'impression qu'ils étaient bien conscients que c'était pas un objet magique, et ils testaient juste le truc pour voir jusqu'où ils pouvaient aller, et... Enfin, j'ai eu l'impression que c'était vraiment il faisait de l'humour, quoi, en fait. J'ai l'impression. Enfin, voilà. D'accord. Ouais, mais je suis totalement d'accord. C'est vraiment hyper caricatural et tout. Mais c'est juste que, en fait, dans toute blague, il y a une part de vérité. Et je trouve pas que ce soit tiré par les cheveux, dans le sens où c'est quelque chose qu'on peut tous expérimenter. Le fait de parler d'un ordinateur ou quoi, en disant il ou elle, en lui prêtant des sentiments humains, en disant ouais, il marche pas parce que il m'aime pas ou je sais pas quoi, ou des trucs comme ça, c'est un truc qu'on fait vraiment. Et là, j'aimais bien l'exemple parce que ça le montre bien, mais c'est sûr qu'ils font exprès. Mais pour autant, pour moi, il y a quand même dedans une part de vérité, dans le sens où quand on est face à ça, on va toujours essayer de chercher plus loin, de se dire mais jusqu'où on peut aller, comment ça se passe, quoi, parce qu'on ne comprend pas, on ne cerne pas le truc, quoi, ça nous dépasse. Je voulais te poser une question. Quand on voit dans la vidéo de promotion de Google Home, tu as réagi par rapport à un enfant qui posait une question sur les étoiles, je crois. Ouais. Tu as dit que ça pose un problème si l'enfant pose la question à Google Home plutôt qu'à son père. Alors, quelle différence, toi, tu fais entre un enfant qui irait chercher ça dans une encyclopédie papier, par exemple ? Parce que ça pose un problème qu'il aille chercher l'information dans Google Home plutôt qu'auprès de son père. S'il le fait dans une encyclopédie papier, est-ce que pour toi, c'est du même ordre ? Alors, c'est intéressant. Moi, je dirais que c'est pas du même ordre parce que, comme je disais tout à l'heure, quand tu fais la démarche en fait d'aller chercher la chose, tu fais un chemin en fait, dire comment je vais le chercher, ouais, je vais ouvrir un dictionnaire, etc. Je vais ouvrir une encyclopédie, ouais. Non, en fait, ma question c'était pas est-ce que c'est pareil que d'aller chercher sur Google Home, c'est non, mais j'ai compris, ouais. Par rapport au père, par rapport au fait d'aller poser la question au père, s'il va le chercher dans une encyclopédie, okay. Est-ce que c'est aussi grave que de le poser à Google Home ? Pardon. Attends, j'ai toujours pas compris. Désolée. S'il allait dans une encyclopédie papier, il ne poserait pas non plus la question à son père. Alors, j'ai dit ça dans le sens où... parce qu'il y a pas mal de gens qui travaillent en psychologie et qui voient que les dispositifs comme ça, comme les robots d'assistance ou les robots babysitters, etc., en fait, ils peuvent remplacer un peu le parent. Et du coup, ça devient hyper problématique parce que le parent ne répond pas en fait aux demandes de l'enfant, il est absent. Et du coup, on le remplace par des technologies qui, elles, sont toujours présentes. Or, il y a besoin, en fait, en tant qu'enfant, d'avoir des moments où non, on te dit non, que tu n'as pas ta réponse, etc. Et le fait que l'objet soit toujours disponible pour répondre à toutes tes questions,
ça crée un gros problème psychologique chez la personne, quoi. Et du coup, pour moi, il y a une différence. Et je trouve ça dommage qu'ils demandent. Ouais. Enfin, je sais pas si j'ai bien répondu. Ouais. On va continuer la soirée. On vous presse un peu pour avoir le temps après de faire la deuxième partie de la soirée. Et du coup, cette présentation, je vais le laisser présenter parce que je ne sais pas sous quel nom tu l'as fait, va nous être proposée sur l'obsolescence programmée. Et comme ça, je te présente pas du tout en fait. Tiens. C'est pas du tout la première diapo, mais c'est pas grave. Voilà, merci. Bonsoir à tous. Donc, je me présente. Je suis Matt Macotelette, auteur sur la théière cosmique, il est là, qui s'est barré du cadre. Un blog sceptique dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Si c'est pas le cas, vous demanderez à Google Home en rentrant. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler donc des peaux de nos grands-mères. Et on va voir ça tout de suite. Donc on va passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Je vais le faire moi-même, en fait. Ce sera vachement mieux. Hop. Plein de trucs à la main d'un coup. Voilà. Donc, bon, il se trouve qu'aujourd'hui, on sait faire pas mal de choses techniquement. On sait fabriquer des voitures quasiment sans intervention humaine. Des robots font tout à notre place. On sait graver des matériaux à l'échelle de la dizaine de nanomètres. Donc, en fait, on ne s'en rend pas trop compte sur l'image, mais il s'agit... En épaisseur, là, les petites alvéoles, elles font quelques centaines d'atomes et pas plus. On sait faire des choses un petit peu poussées comme ça. On est capable de choses assez impressionnantes finalement, techniquement. Vos microprocesseurs dans vos ordinateurs également sont gravés très finement. Et pourtant... Hop. Oui, c'est ça. Et pourtant, vous me détromperez si ce n'est pas le cas, mais il me semble qu'on ne sait toujours pas faire d'objets éternels. Il me semble que votre téléphone, dans quelques années, il ne marchera plus. Il me semble que votre voiture également, dans quelques centaines de milliers de kilomètres peut-être, elle ne fonctionnera plus. Et est-ce que c'est pas un petit peu paradoxal quand même? Parce qu'on sait faire tant de choses, depuis longtemps en plus, et même les bateaux qu'on fait depuis extrêmement longtemps, ils ont tendance à ne pas durer éternellement, quoi. Est-ce qu'on ne serait pas un petit peu entubé dans l'histoire? Est-ce qu'on ne nous aurait pas un petit peu enflé quelque part? C'est pas si évident. C'est pas si évident, et si j'ai mis le mot obsolescence programmée dans le titre, en fait, je vais revenir immédiatement sur ça parce qu'il me semble que c'est un mot derrière lequel tout le monde ne met pas la même chose. Et bon, je vais peut-être pas vous demander à un par un de me définir l'obsolescence programmée, mais en fait, si je vous le demande, vous aurez probablement différentes définitions à me proposer, et certaines seront très distinctes les unes des autres. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans le cadre de cette présentation, on va partir de la définition qui a été utilisée dans la loi française en 2015. C'est pas la peine de tout lire, de toute façon, je vais vous le raconter. Ce qui est important, voilà, c'est que dans la loi, on considère que l'obsolescence programmée, c'est un ensemble de techniques qui sont mises en œuvre par quelqu'un qui produit des biens, un metteur sur le marché, et ces techniques, il va les mettre en œuvre pour réduire délibérément la durée de vie d'un produit. Voilà. Et donc, mécaniquement, en augmenter le taux de remplacement. Donc voilà, dans cette définition, la seule chose qui compte, c'est réellement la durée de vie d'un produit, et c'est son fabricant qui va être l'acteur de l'obsolescence programmée. Et alors, il y a deux termes dont on va avoir besoin par la suite, que je me suis permis de définir. En tout cas, j'ai proposé une explication à ces termes. Les cadres ont encore fait n'importe quoi, mais c'est pas grave. La ruine, qui est en fait la destruction des parties utiles d'une pièce et qui vont l'empêcher de réaliser sa fonction. Si vous imaginez une roue dentée, un pignon, si vous cassez une seule dent d'une roue dentée, c'est fini, elle est ruinée. Elle ne peut plus fonctionner correctement, elle n'assure plus sa fonction. Et donc, cette définition de ruine, on va la garder en tête un petit peu, c'est important. Et puis le besoin qui serait une sensation de manque, une insatisfaction, qui va nous pousser à certaines actions, en fait. Et on va aussi également garder ça dans un coin de la tête, on y reviendra un petit peu après. Pour vous parler donc de l'obsolescence programmée, je suis parti pour vous là d'un article très récent paru sur Le Figaro, je crois que la date apparaît quelque part, voilà, 15 mai, sur les bas en nylon, qui sont un sujet très classique pour parler d'obsolescence programmée. Et la journaliste qui écrit cet article, que j'ai résumé dans les grandes lignes juste à côté, tombe en fait dans tous les travers possibles pour traiter du sujet et fait le pire traitement possible du sujet. C'est pas grave, ça arrive.
En revanche, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va revenir plus ou moins sur ces points. Alors, pas exactement ces points-là, mais globalement, on s'y retrouvera, pour que je vous explique un petit peu en quoi c'est si problématique que ça, un traitement tel qu'il est proposé sur le côté. Parce que finalement, l'obsolescence programmée, se demander si elle existe ou pas, ou se demander comment elle s'exprime, c'est plus ou moins déjà s'interdire de répondre à la question, parce qu'il y a beaucoup de choses très différentes qui se cachent derrière. Et en fait, il est peut-être plus pertinent de se demander ce que sont ces choses prises une par une et prendre le temps de les observer une par une, plutôt que tout mettre dans un grand fourre-tout et ne plus savoir comment l'aborder. On va voir ça. Alors, bon, là ça a l'air un peu compliqué, mais vous allez voir, ça va bien se passer. Résistance, durée de vie, usure, d'accord. Bon, les matériaux qui vous entourent, le bois de la mezzanine, le béton des murs, le métal derrière les canapés, etc. Tous ces matériaux, ils ont ce qu'on appelle un comportement. Quand on va taper dessus, ils vont réagir d'une certaine manière. Bon. Les matériaux les plus simples, on va dire, c'est plutôt les métaux qui auront un comportement un petit peu comme il est présenté sur la courbe de gauche, que je vous explique immédiatement. Donc l'axe d'en bas, c'est la déformation en fait, d'une pièce sur laquelle on va tirer pour l'allonger. Et l'axe vertical, ça va être plutôt les contraintes, les efforts que voit la pièce. Et donc ce qu'on voit, c'est que la partie bleue de la courbe, c'est la partie dans laquelle on va travailler quand on essaie de construire un objet du quotidien. En fait, on va tirer un petit peu sur notre pièce, bon, on va monter le long de la courbe bleue, et puis avant d'arriver tout au bout de la courbe bleue, on va arrêter, on va le lâcher, et donc notre objet il va reprendre sa forme initiale en redescendant le long de la courbe bleue, ce qu'on appelle un comportement élastique. Bon, peu importe. D'ailleurs, le nom est assez transparent, j'imagine. Et puis après, il se passe des choses beaucoup plus embêtantes quand on passe dans la courbe rouge, qui s'appelle le comportement plastique. Bon, il y a plein de comportements plastiques différents, mais on va tous les englober là-dedans. Je ne suis pas là pour vous faire un cours de matériaux. Et le comportement plastique, ça veut dire que les déformations qui vont avoir lieu sur cette portion de courbe, eh ben, elles vont rester là tout le temps, quoi. Quand vous tordez une cuillère jusqu'à ce qu'elle reste tordue, en fait, vous la déformez plastiquement. Et à la fin de la déformation plastique, si vous allez beaucoup trop loin, si vous la tordez beaucoup trop, vous allez péter votre cuillère. Et c'est dommage parce que vous en aviez besoin. Bon, ça, c'est un comportement un peu idéalisé, parfait. En fait, dans la vie, ça ne se passe jamais comme ça. Et d'ailleurs, ce qui se passe dans la vie, c'est que même si vous restez tout le temps sur la courbe bleue, où vous avez envie de vous dire qu'on cassera jamais, eh bien, les objets casseront quand même. Et pour vous expliquer ça, il y a le schéma d'à côté. Et le schéma d'à côté n'est pas si simple que ça. Donc en fait, ça parle de l'histoire d'un roulement à billes. C'est ce qui est dessiné sur le côté. Donc c'est un petit élément de guidage. C'est 2 anneaux avec des billes au milieu. Bon, peu importe si vous ne savez pas à quoi ça sert. À la limite, c'est pas si grave que ça pour l'explication. Et la courbe, ce qu'elle vous montre, c'est la fiabilité d'une série de roulements qui ont été fabriqués. Ils sont tous identiques. Et ce qu'elle vous montre, cette courbe, je vais vous la lire un petit peu pour que vous compreniez, c'est que si vous faites 1 million de cycles, donc c'est le petit 1 où il y a la flèche L10, si vous faites 1 million de cycles avec ces roulements, donc un cycle, ça peut être faire juste un tour, admettons, ça dépend comment vous le définissez, vous, de votre côté, mais admettons que ce soit faire un tour complet. Si vous faites 1 million de cycles avec un certain chargement, donc tel que représenté sur le schéma, etc., vous êtes sûr que 90% de votre population de roulements continuera de fonctionner. Ça veut dire que vous avez déjà perdu 10% de vos roulements, ils ont cassé. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que si vous regardez bien, à 5 millions de cycles, vous avez encore 50% de vos roulements qui continuent de fonctionner. À 14 millions de cycles, vous avez encore 10% de vos roulements qui continuent de fonctionner. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut avoir les compétences techniques, les connaissances qui vont nous permettre de présumer un petit peu de la durée de vie d'un système ou d'une pièce, mais ça ne nous permet pas de deviner au mois près ou au jour près quand la pièce va casser. Ça nous permet de dire il y a tel pourcentage de chances que notre pièce elle continue de fonctionner ou pas. Et on va revenir un petit peu, on va revenir à notre fil rouge qui est le bas en nylon pour ça, parce que finalement, parmi les arguments qui étaient listés tout à l'heure, on nous disait entre autres que déjà les bas les moins chers étaient aussi les moins bien tricotés et pas finis à la main. Bon, ça à la limite, ça n'a pas trop de rapport avec les matériaux. Il me semble que ça peut être assez clair pour tout le monde que oui, effectivement, si on veut faire des bas moins chers que les autres, on va peut-être moins bien les fabriquer. Et en tout cas, on ne demandera pas à des gens de venir les finir à la main. Donc cet argument, on n'y reviendra pas forcément. En revanche, il y en a un autre qui consistait à dire que Dupont, qui est l'inventeur du nylon, était capable de produire du nylon bien plus solide que celui des bas, mais il ne le faisait pas. Et puis, il faisait des bas avec des mailles très très fines.
Mais ça, on y reviendra un petit peu après. En tout cas, pour ce qui est du nylon et la qualité du nylon, c'est tout à fait vrai. Dupont, ils sont tout à fait capables, et plein d'autres maintenant chimistes sont tout à fait capables de produire du nylon beaucoup plus solide que le nylon des bas. Et ça s'appelle le Kevlar. Et personne n'a envie d'avoir des bas en Kevlar. Déjà parce que ça coûte extrêmement cher. Donc voilà, en fait, il est important d'avoir en tête les enjeux que je vous ai présentés sur le slide d'avant, pour comprendre qu'il ne suffit pas de se dire est-ce qu'on est capable de faire un matériau un peu plus solide, est-ce qu'on est capable de comprendre si la pièce va casser bientôt ou pas, parce qu'en fait, les choses ne sont pas si évidentes. Il y a d'autres enjeux qui viennent se surajouter. Et on ne peut pas se contenter de dire regardons que la durée de vie et n'inspectons que ça. Et c'est déjà un premier problème avec la définition qui est, bon, certes inscrite dans la loi maintenant, mais de laquelle on est parti. En même temps, on va s'y tenir puisqu'on est parti de là. Un second exemple, pour changer un petit peu débat, ça va être le frigidaire de grand-mère. Parce qu'on a tous une tante, une grand-mère, un oncle, n'importe qui, je ne sais pas, une voisine, qui a un très vieux frigo, alors que votre frigo, il a cassé au bout de 10 ans, quoi. Et c'est super dommage. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, peut-être que le frigo qui est super vieux, il n'est pas doté d'une technologie extraterrestre, ou il n'a pas été beaucoup mieux construit que le vôtre. Il y a même de grandes chances que ce ne soit pas le cas. En revanche, il est possible que ce frigo-là, il soit tout au bout de la courbe, là. Et que tous ses potes, ils soient déjà morts depuis bien longtemps. C'est triste. Et après, il y a d'autres aspects, mais on y reviendra un peu plus tard. C'est que le frigo que vous avez maintenant, il y a pas mal d'électronique, parce que vous avez envie que votre frigo il vous serve des glaçons, vous avez envie que vous pilotiez sa température à distance, etc. Et ça implique d'autres enjeux qui n'existaient pas pour le bon gros frigo au fréon, là, qui polluait bien sa mère. Et donc ces enjeux-là, on essaiera d'en tenir compte un petit peu après. Ce point-ci, alors oui, l'optimisation. Finalement, on a vu qu'il y avait plein de choses auxquelles penser d'un coup, plus que la durée de vie, et on va se demander comment est-ce qu'on va équilibrer un petit peu toutes ces choses-là. Et on va essayer de les optimiser, peut-être. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir ça. Donc là, je vous ai mis des images qui sont en rapport au polymère, puisque en fait, on va rester un petit peu sur les bas en nylon dans un premier temps. Un autre argument qui était dans l'article, c'était que Dupont utilise des produits chimiques pour altérer les performances de son nylon, et à nouveau, c'est tout à fait vrai. Et en fait, n'importe quel chimiste qui produit des polymères va faire ça, n'importe quel métallurgiste va faire ça avec ces métaux. Donc ce que vous voyez là, c'est des fibres relativement courtes pour la plupart, qu'on va rajouter dans certains polymères pour les rendre plus solides. Ça va augmenter leur masse aussi, mais souvent, c'est pas ce qu'on cherche à faire. Ça peut avoir d'autres intérêts, mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Ce qui se fait le plus, par contre, c'est ajouter des additifs, logique, pour maîtriser la couleur, par exemple, de votre polymère. Et ça aussi, ça va avoir d'autres influences sur votre polymère. Peut-être qu'il sera un peu moins solide, peut-être qu'il tiendra un peu moins à la chaleur, qu'il sera plus sensible aux UV, mais vous aurez changé sa couleur. Et c'est ce que vous vouliez. C'est plus rare parce que plus cher. Vous pouvez le rendre résistant aux flammes aussi, jusqu'à un certain degré en tout cas. Donc, oui, Dupont est capable d'altérer ses polymères et son nylon. Et ça va peut-être faire changer certains paramètres, comme la durée de vie en négatif. Mais, en fait, c'est pas, le but premier est pas là. Le but premier, c'est d'abord d'obtenir une certaine caractéristique au départ, quoi. Et donc ça aussi, c'est une question qu'il est bon de garder en tête. Typiquement, un autre exemple qui va aussi... vous affolez pas, on va parler de tout ça, mais c'est très facile. Un autre exemple qui va permettre de bien illustrer ça, c'est les ampoules. Vous avez sûrement tous entendu parler du cartel de Phébus, qui est une association de vendeurs d'ampoules aux États-Unis dans les années 20, un peu après, 25, on verra. Donc ces vendeurs se sont mis d'accord pour diminuer la durée de vie des ampoules à 1000 heures. Et donc, à ce moment-là, maintenant, quand on raconte ça, on se dit, mais c'est scandaleux, c'était des ampoules à incandescence. On se dit, c'est scandaleux, ils ont cherché à nous faire acheter plus d'ampoules. Et oui, certes, si les ampoules durent moins longtemps, on en achète plus, mais en fait, il faut aller voir au-delà de ça. Ce que je vous ai mis dans le premier cadre, ce sont les grandeurs physiques qui vont nous intéresser le plus souvent quand on essaie d'optimiser une ampoule à incandescence. Donc, intensité électrique, ça, à la limite, peu importe. Intensité lumineuse, ça va être la quantité de lumière, entre guillemets, que votre ampoule va vous délivrer. La durée de vie, évidemment. La puissance consommée, c'est ce que vous allez payer à EDF quand votre ampoule est allumée. Et la température de couleur, c'est ce qui est sur le graphe d'à côté. C'est en gros la qualité de la couleur que votre ampoule va vous donner. C'est pas tout à fait ça, mais admettons. Et ce qui est important dans ce texte, c'est pas trop tout ce qui est en noir. Donc en fait, j'aurais pu presque ne rien mettre. Mais ce sont les petits facteurs qui sont en couleur. Parce qu'en fait, les formules qui sont derrière, elles vous montrent comment donc les grandeurs que je vous ai listées, elles évoluent
quand on va faire varier un peu la tension d'alimentation par rapport à une tension de référence dans votre ampoule. Et ce que vous voyez, c'est que si vous augmentez, après c'est le texte qui est là en fait, si vous doublez la tension d'alimentation par rapport, la tension d'alimentation, admettons, en fait vous allez donc augmenter l'intensité électrique, certes, mais ça vous intéresse peu en tant que consommateur à la limite. Ça va augmenter énormément la luminosité. Par contre, vous allez diviser la durée de vie par 4000 à 65 000. Oui. Merci. Et vous allez également augmenter la puissance consommée par 3. Vous allez multiplier par 3, ce qui est énorme. EDF va vous aimer. Et vous allez en plus altérer la couleur que vous délivre votre ampoule. Ce que ça veut dire tout ça, c'est qu'en fait, si vous voulez optimiser tous ces paramètres, vous n'allez pas pouvoir le faire aussi facilement que vous le voulez parce qu'ils sont concurrents. Vous ne pouvez pas tous les maximiser en même temps. Et donc, excusez-moi. Et donc, quand le cartel de Phébus décide de faire tomber la durée de vie des ampoules à 1000 heures, c'est avant tout pour en fait permettre aux consommateurs de payer beaucoup moins d'électricité à qualité d'éclairage constante, pour qu'en fait le consommateur, globalement, ampoule plus électricité, paye moins. Bon, au-delà de ça, c'était illégal de se mettre d'accord comme ça, ils se sont fait épingler. Mais voilà, en fait, l'exemple est un relativement mauvais exemple. Et d'ailleurs, l'ampoule de Livermore, qui est là, qui est une ampoule qui a 100 ans, si elle continue de fonctionner aujourd'hui, déjà c'est un coup de bol, mais en plus, c'est parce que elle n'éclaire plus du tout. Elle est incapable. Enfin, la lumière qu'elle émet, c'est vraiment pas plus que ce qu'on a sur l'image. Le filament, on le voit à peine dans le noir. Et donc oui, elle a duré 100 ans, mais elle n'éclaire plus rien. C'est plus une ampoule, c'est même pas une veilleuse. Et en fait, c'est pas du tout un bon prototype pour faire des ampoules qui durent 100 ans. Et donc on va aller un petit peu plus vite, vu que après j'aimerais bien qu'il y ait un petit temps de discussion. En fait, il se trouve que ces paramètres-là, le fabricant, il les choisit parce qu'il va essayer de vous vendre ce qu'il fabrique, et donc il va regarder ce qui vous intéresse. Entre autres, s'il vend des voitures, comme Monsieur Ford, il va d'abord essayer de vous faire il va vous en proposer des pas chers. Et puis après, si vous êtes chez Chevrolet, vous allez avoir envie de vendre plus de voitures que Ford, en tout cas vendre à la place de Ford. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez vendre peut-être des voitures plus puissantes, ou je sais pas. En fait, non. Chevrolet n'a pas du tout fait ça. Ils ont vendu des voitures 2 fois plus chères que Ford, mais personnalisées et personnalisables. On pouvait changer la couleur, ce qui n'est pas évident là, puisqu'elles sont toutes les deux noires. Il y avait différents modèles. En fait, la série 490, il y avait différents. Celle-là, c'est un modèle avec une banquette arrière. Il y a une version avec une plateforme à l'arrière pour faire camion, etc. Enfin, il y a plein de sous-modèles différents. Et Chevrolet s'est mis à sortir des séries beaucoup plus fréquemment, tous les 5 ans à peu près. Ce qui fait que Ford, qui est resté sur la même voiture pendant 10 ans, a complètement arrêté de vendre. Les gens ne s'intéressaient plus aux Ford, même si elles étaient moins chères, et que les deux voitures étaient globalement équivalentes techniquement. Les gens ont acheté les Chevrolet parce qu'ils avaient la possibilité de personnaliser leur voiture, un minimum, d'en changer quand ils en avaient marre ou quand ils en avaient les moyens. Et il faut voir que nous, consommateurs, on est vraiment acteurs de ça. Finalement, si les téléphones ne durent pas plus de 2 ans, c'est parce que ça nous va bien aussi de changer de téléphone rapidement. Pas tous, mais en tant que population de consommateurs. Si l'électroménager ne dure pas plus de 10 ans, c'est parce que 10 ans plus tard, on aime que notre frigo nous distribue des glaçons. Après, on peut aussi acheter des frigos qui durent encore 50 ans. Ça existe encore. Ça aussi, c'est une idée reçue, mais l'électroménager qui dure longtemps existe encore et personne ne l'achète. Enfin, pas grand monde ne l'achète. Il y a très peu de fabricants et ils ne roulent pas spécialement sur l'or. Et un autre enjeu, mais on va passer vite, en plus, ça n'a plus vraiment de rapport avec les bords nylon, c'est la rétrocompatibilité. Entre autres, plus personne n'est choqué aujourd'hui que nos ordinateurs ne lisent plus les cartes perforées. Il y en a peut-être parmi vous qui ne voient pas ce que c'est. En fait, il fallait mettre des cartes comme ça pour entrer des données dans les machines. Les machines lisaient les trous et les absences de trous. Et oui, l'ancêtre avec les USB en un sens, mais la quantité de données était vraiment ridicule en l'occurrence. Et l'exemple d'à côté est beaucoup plus rigolo, puisqu'en fait, Voyager, que vous voyez en photo ici, qui est une sonde de la NASA, plus personne ne sait la mettre à jour. Plus personne ne sait la diagnostiquer quand elle va mal, parce que plus personne ne sait comprendre et corriger le code qui a permis de programmer Voyager. Et la NASA, il y a quelques années, a émis une offre d'emploi ubuesque, où elle proposait un salaire démentiel à la première personne qui se pointerait et qui maîtriserait encore ce langage. Ce que je veux dire par là, c'est... Alors, la rétrocompatibilité, ça peut être une vraie question. On peut se demander s'il est pertinent que les iPhones de maintenant ne soient plus utilisables avec un chargeur d'autres marques, un chargeur universel. Donc, il y a des vraies questions à se poser à ce niveau-là. Cela dit, il ne faut pas forcément y voir une volonté de l'industriel de nous nuire ou d'essayer de nous vendre quelque chose, parce qu'il peut y avoir d'autres explications aussi. On peut envisager la première, mais il y a d'autres explications à envisager également. Et enfin, et ça va prendre 30 secondes et ensuite on en discutera plus tôt,
Bon, je vous ai parlé un peu de tout ça et vous pouvez avoir l'impression que j'essaie de vous vendre de l'électroménager qui se rachète tous les ans ou quoi. Non. En fait, via des initiatives récentes ou moins récentes, via des avancées technologiques aussi, on est capable désormais de proposer à tout le monde de réparer beaucoup de choses. On est capable de proposer des espaces, comme les Fab Labs, où on peut aller pour faire réparer ou fabriquer des choses, et si on n'en est pas capable, d'autres gens vont nous aider. On est capable de proposer des contenus, souvent informatiques, mais autres aussi, qui vont être ouverts, c'est-à-dire que les autres peuvent les modifier, les critiquer, etc., les améliorer. Donc, tout ça, ça existe aussi. Et c'est un enjeu qui me semble important quand on parle d'obsolescence programmée. Je suis conscient d'être passé rapidement sur beaucoup de choses, et entre autres sur des exemples, je pense, que vous avez en tête et qui n'ont pas déjà été abordés, surtout ceux qui auront peut-être attrait à l'électronique ou l'informatique. Merci de m'avoir écouté déjà. Et puis, on va pouvoir discuter de ça maintenant, si vous le désirez, ou si vous avez des remarques sur ce qui s'est déjà dit. Alors en fait, c'est pas une question, c'est juste que je voulais te remercier pour vraiment le plus beau plaidoyer pour l'open source que j'ai jamais vu. Parce que t'as fait aucun raccourci logique, tu m'as balancé des faits dans la gueule que j'avais pas vu et que j'ai trouvé vraiment hyper pertinent. Et je te remercie énormément pour ça. Voilà. C'est de rien. D'autres remarques avant qu'on passe peut-être plus à des questions ou des exemples plus avancés? Oui, du coup, à une époque, j'avais vu passer des informations du coup sur des fabricants qui, soi-disant, mettaient une puce dans des frigos, etc., pour les faire sauter après un certain nombre d'années. Du coup, ça, on est d'accord que il n'y a pas eu de cas. Est-ce qu'il y a eu un cas ou pas, du coup? Alors, oui. Pour les frigos, je ne sais pas du tout. Je ne peux pas te répondre. En revanche, un cas qui a été très médiatisé et qui est connu de tous à peu près, je pense, c'est un cas d'imprimante vendue par Epson, qui n'est pas du tout celle qui en image ici, où effectivement des utilisateurs avaient trouvé une puce qui, en fait, à l'issue de 50 000 impressions, je pense, 5 000. D'accord. Le nombre n'est pas si important, on en discute après. L'imprimante cessait de fonctionner et il fallait en fait... on peut s'arrêter là déjà. L'imprimante cessait de fonctionner. Une première chose à voir, c'est que cette imprimante n'était pas une imprimante... comme on a chez nous, c'est une imprimante professionnelle. Et ça a son importance parce que l'explication d'Epson, une fois que ça a été connu, ça a été de dire... En fait, nous, on fait ça parce que nos clients, ils nous achètent une qualité d'impression. Et quand on a des pièces qui commencent à s'user, etc., la qualité d'impression est dégradée. On estime qu'à partir d'un certain état de dégradation, il vaut mieux arrêter l'imprimante et demander au client de changer les pièces, plutôt que de laisser mal imprimer. Et alors, il faut savoir que ce genre de pratique est hyper courante dans le matériel professionnel, si vous achetez des grosses machines, etc., parce qu'en fait, effectivement, vous vendez une qualité de prestation souvent à celui qui achète vos machines. En revanche, si vous le faites sans que votre client soit au courant, c'est complètement malhonnête. Et donc, dans le cas d'Epson, je ne vais pas aller défendre ou quoi, et je connais personne chez Epson ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'était leur justification. Elle peut s'entendre. Si personne n'était prévenu et si les clients n'en savaient rien, c'est malhonnête, etc. Et donc, c'est déjà un exemple de, oui, on peut imaginer employer une puce pour demander à un système de s'arrêter. Ça aurait très peu de sens pour du matériel individuel, on va dire, grand public, pour une raison simple. Si tu estimes que ton grille-pain, il t'a lâché beaucoup trop tôt, c'est un grille-pain, allez, on va balancer des marques, on est des fous, c'est un grille-pain Tefal, et tu estimes qu'il t'a lâché beaucoup trop tôt. Qu'est-ce que tu fais? Tu as besoin de pain grillé, qu'est-ce que tu fais? J'achète un autre grille-pain d'une autre marque. Ben voilà. Qu'est-ce que Tefal a gagné à faire ça? Donc, on peut imaginer d'autres cartels de Phébus où tout le monde se met d'accord pour que rien ne dure. Mais c'est quand même... Enfin, peut-être. Dans l'absolu, peut-être. Mais du coup, soit tu montres que ça existe, soit à un moment donné, il faut se résigner à se dire que... Enfin, se résigner. On peut en tout cas se dire qu'il y a d'autres explications qui viennent avant un complot général de tous les fabricants de grille-pain pour que tu arrêtes de faire tes tartines, quoi. D'autres questions? Vous êtes scotché?
J'ai sûrement dit des bêtises, faut y aller. Bonsoir. Merci beaucoup. C'est un discours qu'on entend un peu, je trouve, et c'est très intéressant de l'entendre. J'ai l'impression que vous êtes peu sceptique par rapport à votre propre scepticisme. Il y a quand même une... Pourquoi les imprimantes ne durent pas dans le temps? Pourquoi il n'y a pas une offre qui est proposée alors qu'il y a une demande pour ça? Est-ce qu'il n'y a pas quand même une forme de logique économique qui fait que l'obsolescence programmée est rationnellement quelque chose qui marche? Alors, donc, comme j'ai pu le dire tout à l'heure avec l'exemple de l'électroménager, en fait, du matériel qui dure, il en existe. Pour rester sur l'électroménager, il y a par exemple Miele, qui est une marque allemande, qui propose des produits qui sont garantis 20 ans, 30 ans. Qui a du Miele chez lui? Voilà. Parce que ça coûte plus cher. Mais pourquoi est-ce que ça coûte plus cher? Parce que pour l'industriel aussi, ça coûte plus cher à fabriquer, en fait. On peut revenir un petit peu en arrière, éventuellement. Ici. Le schéma de droite. Si l'industriel il veut être sûr que vous ne lui rameniez pas son lave-linge au bout de 15 ans, alors que vous avez une garantie de 30, il va devoir s'assurer que la grande majorité de ces lave-linges sont tout en haut de la courbe. Or, tout en haut de la courbe, c'est un faible nombre de cycles en théorie. Donc, s'il veut augmenter le nombre de cycles et donc le nombre d'années de fonctionnement, il va devoir se débrouiller pour que ces pièces durent beaucoup plus longtemps, en les rendant beaucoup plus grosses en général, c'est ce qu'on fait. Et on revient un petit peu au cas du frigidaire de grand-maman aussi, parce que faire des pièces trop grosses, c'est très facile, on le fait depuis très longtemps. Ça évite de faire des calculs, on n'a pas trop envie de savoir ce qui se passe au niveau des pièces. On sait qu'il va leur arriver des trucs un petit peu, mais c'est vague. Donc on les fait beaucoup plus grosses que prévu. Les immeubles, les poutres des immeubles, elles sont 10, 15 fois plus grosses que nécessaire, par exemple. Comme ça, s'il y a un pépin qu'on n'avait pas prévu, l'immeuble ne tombe pas et c'est bien pour tout le monde. Sauf que quand on fait ça, on augmente mécaniquement la masse de nos pièces. Pour un immeuble, c'est pas grave parce qu'il reste où il est. Pour un lave-linge, c'est plus gênant parce qu'il y a plein de choses qui tournent, qui sont en mouvement, etc. Et s'il y a plus de masse, il faut mieux la contrôler, il faut mettre des meilleurs amortisseurs, un meilleur contrôle, etc. Et donc tout ça, c'est plus cher déjà pour le fabricant avant d'être plus cher pour vous. Et je ne peux pas vous assurer que Arthur Martin, Electrolux, etc., ils ne se sucrent pas sur votre dos quand ils vous vendent un lave-linge qui ne durera que 10 ans. Parce que je n'ai pas le nez dans leurs finances. En revanche, ce que je peux vous assurer, c'est que s'ils ont moyen de vous vendre publicitairement un lave-linge qui, en plus d'être aussi bien que celui du concurrent, durera un peu plus, ils le feront. Parce qu'ils savent bien qu'il y a une demande, effectivement. C'est juste pas si évident que ça d'y répondre. Certains le font, mais Miele, ils sont pas pleins aux as. Et ils vendent pas partout à travers la planète. La preuve, personne ici n'en a. Certains le font, mais ça marche pas si bien. Et en fait, il faut bien se rendre compte que c'est un peu comme pour les bas. Un truc que je suis passé très rapidement, mais un argument très classique sur les bas, c'est de dire les bas de grand-mère, ils duraient très longtemps, et maintenant, il n'y en a plus. Oui. Les bas de grand-mère en laine, etc. Il y a une raison simple à ça. Est-ce qu'on a forcé les femmes à abandonner les bas en laine? Je dis les femmes, mais tout le monde, à la limite, tous les utilisateurs de bas. On n'a forcé personne. On n'a forcé personne. Et en fait, si elles ont changé de mode de consommation, c'est parce qu'elles avaient envie d'avoir des bas avec des motifs plus fins. Elles avaient envie d'avoir des bas avec des motifs plus fins parce que ça leur rappelait éventuellement des bas qui étaient dans des textiles de bien meilleure qualité, qui étaient extrêmement chers, mais qu'elles ne pouvaient pas obtenir. Et puis, c'est un peu comme les vêtements, finalement. Si on a le choix entre porter la même paire de bas en laine pendant 15 ans, ou pouvoir changer tous les jours de motifs, et avec des motifs beaucoup plus fins, et pour moins cher, on va le faire. Non, mais... Oui, je sais. Oui, non, mais... Je l'entends bien. J'entends bien, effectivement, que les collants durent vraiment pas longtemps, etc. Et à nouveau, si tu as envie d'arrêter les collants en nylon et que tu veux te mettre aux collants en laine, tu vois ce que je veux dire ? Et à un moment donné, je dis pas que c'est forcément normal comme situation, je suis pas là pour m'exprimer sur le fait que ce soit bien ou pas bien. Ce que j'essaie juste de dire, c'est qu'en fait, une chose qu'on voit rarement, c'est qu'on a une petite part de responsabilité aussi dans la manière dont les choses fonctionnent. Et à la fin, alors oui, on nous oblige un petit peu à acheter parce qu'on subit la publicité, etc. Et ça, je peux pas le nier, c'est évident. En revanche,
on est un petit peu conscient aussi que la publicité existe et on peut aussi se poser la question et consommer un peu plus intelligemment rapport à nous-mêmes, je veux dire. On peut se dire, je vais faire l'effort de consommer d'une manière que je trouve plus intéressante, plus intelligente. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question vraiment. En partie, oui. Attends, tu veux le micro? Ce que tu dis, c'est qu'en fait, on a toujours le choix à la fin, quoi. C'est qu'effectivement, il existe un phénomène commercial qui voudrait nous inciter à consommer, mais qu'à la fin, on a le choix entre consommer solide. Alors, il existe un phénomène commercial, oui. Il existe notre envie de consommer, parce qu'à l'époque où Chevrolet a sorti la série 490 pour détrôner la Ford T, c'était juste avant les années 20, et la publicité était loin d'être aussi efficace qu'aujourd'hui, et loin d'être aussi diffusée aussi. Et pourtant, ça a énormément marché, en fait. À tel point que Ford était en difficulté avant d'arriver à lancer autre chose. Et donc, oui, il y a un peu de tout ça. On a le choix, et en même temps, c'est un choix qui n'est pas libre parce qu'on est influencé par beaucoup de choses, mais oui, on a un peu le choix. Il y a un peu de nous-mêmes là-dedans. Et donc, moi, je veux bien entendre toutes les critiques possibles sur le fait qu'on produit de l'électroménager qui ne dure pas assez longtemps. Entre autres, ça génère énormément de déchets, c'est un énorme problème. Acheter de l'électroménager tous les 5 ans, c'est générer 5 fois plus de déchets que si vous en achetez que tous les 25 ans, c'est mathématique. Donc, tout ça, je suis aussi conscient que vous de ces enjeux-là. Et en fait, c'est des questions qu'on doit avoir en tête, mais c'est aussi des questions qu'on doit prendre en compte au moment où on achète effectivement le grille-pain qu'on a pété. Ouais, je vais prendre une autre question, après c'est peut-être la dernière ou l'avant-dernière. Effectivement, je rebondirais sur l'aspect du choix de ce qu'on achète. Effectivement, il y a des produits qui sont juste pas conçus pour être réparés. Notamment, je ne veux pas tirer sur Apple, mais voilà. Ce ne sont pas des exemples d'objets réparables facilement par n'importe qui. On trouve des pièces, certes, mais beaucoup plus chères que pour d'autres objets qui ont la même fonction et qui sont, certes, moins sexy, mais bon, plus durables, plus accessibles d'une manière générale. On se fait peut-être un petit peu avoir par la pression sociale du fait d'obtenir un objet qui est joli, qui est répandu, qui donne un phénomène d'appartenance, un sentiment d'appartenance à une classe sociale, voilà. Mais je pense qu'il est important de choisir nos objets par rapport à sa capacité à être réparé et à ne pas générer inutilement des déchets. Voilà. Et sinon, pour une vaste majorité des objets, on trouve assez facilement, en tapant par exemple la marque et la référence sur Google, d'autres utilisateurs qui ont rencontré les mêmes problèmes que nous et qui ont déjà trouvé les solutions pour réparer ces objets, sans nécessairement passer par les constructeurs directement. Voilà. Oui, je me permets du coup de vous répondre. Et alors tout à fait, vous prenez l'exemple d'Apple, donc on peut rester dessus, pourquoi pas. Le critère d'acceptation sociale, de représentation sociale à travers l'iPhone par exemple, je parle n'importe comment dans le micro. Et par contre, je peux plus zapper les... Il n'y a plus rien qui marche. Non, alors après, avance jusqu'à celui où il y avait les critères d'optimisation, donc juste après. Voilà. Il n'y a plus de micro. Ah, pardon. Pour Apple, le luxe, il remplace un de ces critères-là. Et le luxe ou le sentiment d'appartenance, etc., l'impact social, c'est un de ces critères-là. Il l'optimise de la même manière que le reste. Ça fait partie des paramètres qui sont regardés, sans le savoir, par leurs clients, et donc ça fait partie des paramètres qu'ils maîtrisent. Bien ou pas bien, après c'est une autre question. Et pour revenir exactement sur le cas de l'iPhone, pour la réparabilité, ça peut être intéressant de se demander, donc il n'est pas réparable certes, et on peut se demander pourquoi, entre autres du fait que l'écran est thermocollé et qu'on n'a plus accès à la partie arrière de la cage en aluminium, et en fait il y a une raison simple à ça, c'est qu'entre une solution vissée, vous allez devoir avoir... Pour visser quelque chose, c'est simple, vous avez besoin d'un peu de masse à travers laquelle vous allez faire un trou, et puis vous allez avoir un filetage à l'intérieur, puis après vous allez avoir une vis qui va venir se loger dedans. Et si vous voulez être toujours plus fin, vous allez avoir envie de vous débarrasser de la masse initiale dans laquelle vous avez fait votre trou. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont viré les vis, et maintenant ils sont capables de tout coller,
Et coller, ça demande un film qui fait quelques microns d'épaisseur, c'est quand même vachement plus fin que plusieurs millimètres de plastique pour visser. Donc en fait, c'est beaucoup plus, ça répond à une autre demande de performance qui est toujours plus fin, toujours plus élégant. Et on est d'accord qu'ils ne sont pas clairs auprès de leurs acheteurs quand ils disent « on vous a fait l'iPhone le plus fin du monde », parce qu'ils ne vous disent pas derrière et vous serez bien eu quand il ne marchera plus. Et donc, je vous rejoins quand vous dites que oui, il faut effectivement essayer de se poser la question de ce qui est réparable ou pas. Et en même temps, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, en fait, parce que c'est des enjeux qui ne sont pas triviaux, etc. Donc voilà, moi, si j'interviens devant vous, c'est surtout pour vous mettre au courant de ces questions-là, que vous puissiez vous renseigner aussi de votre côté. Sachez que ce qui est là un petit peu et d'autres choses, ça existe en format texte sur la théière cosmique. C'est un truc que j'ai écrit il y a 3 ans, il y a peut-être des conneries dedans d'ailleurs, enfin vous me le direz si vous voyez des choses fausses, et je corrigerai. Voilà, donc j'interviens d'abord pour vous dire que plutôt que de dénoncer l'obsolescence programmée ou de dire « ah non, ça n'existe absolument pas », pourquoi pas, il convient surtout de se poser des questions qui ont des réponses, quoi. Et essayer d'aller voir les phénomènes un par un, essayer de décortiquer les choses proprement, quoi. Voilà, merci à vous. Oui. Ouais, je suis désolé, on va couper les discussions, on pourra continuer après. Parce que dans le plan de la soirée, du coup, c'est le moment où les gens dans la salle vont discuter entre eux. Du coup, je vous explique le principe et après, on fait ça ensemble.